Bienvenue sur ma chaîne, une nouvelle vidéo aujourd'hui. Mon invité principal est toujours là. Il m'accompagne partout, il m'écoute, voilà, il est là. Il est là, il sera toujours là. Il bouge pas, de toute façon, si je le bouge, les garçons ont vite fait de me dire « Mais il est où ton doudou ?» Donc bref. Tout d'abord, une chose importante pour moi, je voulais vous remercier encore une fois pour tous vos commentaires, votre bienveillance, votre gentillesse sur toutes mes vidéos. Et ça me touche, ça me motive, ça me donne envie d'avancer, de continuer avec vous, de partager. Très prochainement, pour ceux notamment qui me suivent sur Instagram, je vous mets mon compte juste en dessous dans la vidéo. Je vais vous parler de mon nouveau projet, mon nouveau bébé qui va sortir très bientôt. Ce projet m'a été inspiré pour vous, par vous. Et je pense que c'est important pour nous les femmes de discuter de beaucoup de choses. Je sais qu'on aime parler déjà de nature et on aime échanger. Et ce sera une plateforme sur laquelle nous allons pouvoir librement parler de tout, sans tabou. Aucune de vous ne se sentira jugée. Je partagerai avec vous du haut de mon expérience, des expériences de vie et sur différents thèmes. Donc vous découvrirez tout ça très prochainement. J'espère qu'on formera une très belle communauté. Donc je vous attends. Je vous donnerai les nouvelles très rapidement. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur puisque je l'ai vécu. Je pense qu'à différents niveaux, on l'a tous vécu. C'est surmonter le deuil et vivre le deuil. Le deuil au sens le plus pur du terme, c'est-à-dire après un décès, un départ, et le deuil également en termes de relation, que ce soit amoureuse ou amicale, puisque finalement, on peut corréler toutes les étapes du deuil, que ce soit pour un décès et également une relation. Ce sont deux choses évidemment très différentes. Voilà, l'une, c'est totalement irrémédiable. L'autre, la vie fait que parfois on peut avoir des surprises, mais quoi qu'il arrive, on passe par des étapes qui sont très importantes, qui sont structurantes et il ne faut surtout pas les brûler, les brusquer. Je pense qu'il faut être à l'écoute de son corps et notre corps nous guide naturellement vers toutes ces étapes et il ne faut pas les rejeter, il faut plutôt les accueillir et les vivre. C'est très important pour s'en remettre. Quand on parle de deuil, on se base évidemment sur les 5 étapes qui ont été décrites par Elisabeth Kübler-Ross, qui est une célèbre psychiatre helvético-américaine, c'est-à-dire qu'elle est suisse et américaine. Et elle est notamment connue pour ses travaux en psychiatrie sur les soins palliatifs. C'est une vraie pionnière dans ce domaine-là, mais elle s'est également intéressée de très près au deuil et a décrit 5 étapes fondamentales. Tout d'abord, et sans surprise, il y a le déni. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez inconscient et naturel. C'est un mécanisme de défense en fait pour amortir le choc de la perte. On se dit que la personne n'est pas partie, que c'est pas possible. On réalise pas vraiment. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens, quand on leur dit, après encore une fois, il y a plein de façons d'apprendre une perte. Ça peut être par téléphone, ça peut être en direct, il y a mille et une façons. Et on n'y croit pas, en fait. Que ce soit au téléphone ou même pour des gens qui ont vécu des traumatismes tels que voir la personne décédée à côté, c'est vrai qu'on se rend pas compte. On veut pas voir, on veut pas y croire. Donc parfois, on peut pleurer, hurler, mais c'est comme si, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si on se détachait un peu de son corps. On a l'impression, on ne veut pas y croire, on se dit que c'est pas vrai. Et avec les jours qui passent, les semaines, le déni c'est assez long quand même. On pense que la personne est en vacances. Moi je sais que, voilà, pour ceux qui savent, j'ai perdu mon papa il y a bientôt 10 ans. Le temps passe très vite. Ça fait très peu de temps que j'arrive à en parler sans pleurer systématiquement. Avant, il fallait pas m'en parler. Il y a plein de films, plein de dessins animés, etc. Je pouvais pas regarder. Par exemple, Le Roi Lion. Moi qui adore Le Roi Lion, je pouvais pas regarder. Vous savez pourquoi? La scène tragique. J'ai perdu mon père, donc c'est vrai que je préfère rester pudique là-dessus. Je préfère ne pas raconter de détails. Mais en revanche, ce que je sais, c'est que j'ai eu beaucoup de déni. Au départ, je suis restée comme figée. Je voulais juste pas y croire, en fait.
Ne pas avoir de messages, d'appels, je voyais plus papa sur mon téléphone qui s'affichait quand il m'appelait. Bon, on va essayer de rester un petit peu, quand même, c'est toujours difficile. Donc c'est vrai que c'était très compliqué, mais je me souviens vraiment de cette longue période qui a duré des semaines et des mois et même des années, hein. Parce que le déni peut-être nous suit tout le long, au final, à me dire qu'il était parti en vacances, en voyage en fait. Mon cerveau ne voulait pas assimiler ça, c'était impossible pour moi. Le déni, c'est un mécanisme de défense, c'est totalement normal. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui culpabilisent par exemple, de ne pas pleurer. Il y a des gens qui sont incapables de pleurer au début. Mais ne culpabilisez pas parce que simplement vous ne vous rendez pas compte. En fait, c'est le cerveau. Le cerveau, c'est quelque chose, comme je disais dans une autre vidéo, de très complexe, mais d'extraordinaire. Dans le bon comme dans le mauvais, le cerveau peut nous manipuler et nous aider à manipuler. Et c'est vrai que parfois le cerveau peut nous faire nous convaincre de quelque chose parce que il le veut, on veut vraiment pas y croire. Donc le déni, mais c'est important puisque c'est un mécanisme de défense et ça permet en tout cas peut-être d'amortir et d'apaiser un peu le choc du départ. La deuxième étape, c'est la colère. Là, on en veut à tout le monde, au ciel, à la terre. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Que c'était une bonne personne, qu'est-ce qui lui est arrivé? Vraiment, on en veut à tout le monde. On se dit, mais pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Pourquoi? Voilà, on se berce de pourquoi. Moi, je sais qu'à ce moment-là, quand j'étais vraiment en colère, des fois, je tapais le sol. Je tapais des murs. J'ai eu besoin d'ailleurs d'évacuer ma colère. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, où je me suis énormément mise au sport parce que j'avais besoin d'évacuer. Et je faisais un peu de boxe. J'allais là où j'avais des punching balls et j'allais taper parce que j'avais besoin d'évacuer. Je faisais beaucoup de footing, je courais, il fallait que je m'évade. Et là, c'est un moment où il faut utiliser cette rage pour rebondir, pour essayer d'avancer tant bien que mal. Il faut utiliser cette colère comme moteur. Il ne faut pas la laisser vous détruire, vous envahir, parce que de toute façon, rien ne changera ce qui s'est passé. On ne peut malheureusement pas racheter du temps. C'est la seule chose qui ne s'achète pas, c'est le temps. Et la santé, évidemment, mais voilà, on ne peut pas revenir en arrière, c'est fait, que ce soit pour des bonnes ou des mauvaises raisons, parce qu'il y a aussi ce sentiment d'injustice. Parce qu'une maladie, une longue maladie, bah forcément on se dit que c'est injuste. Pourquoi cette personne-là? Pourquoi mon papa? Pourquoi ma maman, ma grand-mère? Pourquoi mon enfant? On se trouve que c'est injuste. Il y a aussi le fait de l'injustice, c'est un accident de la route. Mais pourquoi j'ai laissé prendre la moto ce matin? Pourquoi l'autre a grillé ce feu? Enfin voilà, on se berce de si, de pourquoi. On voudrait tellement remonter le temps, remonter les choses. Mais c'est impossible. Et on met du temps à le comprendre, à l'assimiler. Et encore une fois, cette colère est nécessaire. Parce que c'est ce qui va vous permettre d'avancer à l'étape 3. L'étape 3, c'est le marchandage, la négociation. On essaie un peu de dealer avec le ciel, quoi. Et de dealer avec nous-mêmes. On se dit, bon, après tout, c'est peut-être parce que ça me permet d'avancer. Il fallait que je me réveille. Ça me donne un électrochoc, je le retrouverai après, je retrouverai cette personne. On essaie un petit peu de négocier, de nous trouver des raisons d'atténuer notre souffrance, nos douleurs. On essaie, voilà, de trouver un échappatoire, on va dire. Oui, mais c'était peut-être mieux ainsi parce qu'il souffrait beaucoup, maintenant il souffre plus. Oui, mais il était tellement casse-cou après tout. Malheureusement, c'est la vie. On dit toujours après la pluie vient le beau temps. Et c'est vrai qu'on essaie un peu de trouver une raison de s'apaiser, puisqu'on en a marre d'être en colère au bout d'un moment. Humainement, on ne peut pas vivre avec la colère. On ne peut pas, il ne faut pas. C'est quelque chose qui vous ronge, la colère. Mais qui vous ronge en plus pour des raisons qui sont totalement ici indépendantes de votre volonté. Et même quand quelqu'un, on va dire même hors d'essai, vous met hors de vous, c'est indépendant de votre volonté puisque c'est de la volonté de l'autre de vous faire souffrir. Et votre colère, il n'y a que vous qui souffrez, en fait. L'autre vit sa vie. L'autre, dans le cas d'un décès, est parti. Il n'y a que vous qui souffrez. Donc malheureusement, on a cette colère en nous, mais on essaie un peu de négocier, de trouver des raisons de s'apaiser. Et c'est très très important.
On peut penser que c'est bête, puisqu'avec des si, on referait tout, et avec des si, malheureusement, on ne change rien. En revanche, c'est nécessaire, encore une fois, de prendre le temps pour arriver à l'étape 4. L'étape 4, c'est la plus dure. C'est le chagrin, la dépression pour certains. C'est la plus difficile, mais c'est la plus nécessaire. Pourquoi? Parce que là, le vide s'installe. On a compris que la personne est partie, en tout cas on l'assimile. Et là maintenant, on se dit, il faut vivre avec. Selon les personnes, selon les tempéraments, on le vit différemment. Il y a certaines personnes, malheureusement, ça les tire vers le bas. Il y a certaines personnes qui ne s'en remettent d'ailleurs malheureusement jamais, mais qui tombent dans les extrêmes de la dépression, dans les médicaments, dans les antidépresseurs, dans l'alcool, dans la drogue, dans tous les excès de la vie. Et il y a des personnes, au contraire, alors ça dépend des tempéraments. C'est vraiment, je dis pas que c'est bien ou mal, je ne juge personne. On a tous notre façon de vivre le deuil et le chagrin. En revanche, il y a d'autres personnes que ça booste. En se disant, bon ben, je donne un exemple. Moi, je sais que c'était mon cas, donc je donne mon exemple. Mon père, pendant un temps, un peu avant son départ, j'étais un peu perdue dans les études. Je savais pas trop ce que je voulais faire, j'avais eu mon bac, mais j'hésitais, j'étais allée en droit, j'avais fait un peu de médecine, j'étais un peu perdue en fait. Et du coup, je trouvais pas mon chemin, ma voie. Et puis un jour, alors je sais pas pourquoi, mais il m'a dit, mais il va falloir que je parte pour que tu te réveilles un peu. Bah, je vous laisse méditer là-dessus. Du coup, cette phrase m'a hantée toute ma vie depuis son départ, depuis bientôt 10 ans, cette phrase m'a hantée. Et finalement, ça m'a boosté. J'ai transformé mon chagrin en booster. Et c'est ça que je voulais dire. C'est que on dit souvent, mais c'est pas si faux. Oui, mais la personne ne voudrait pas que tu sois triste. La personne qui est partie. Ton papa, ta sœur, ta maman, ton enfant ne voudrait pas que tu sois triste. Il voudrait que tu vives ta vie, que tu sois bien, que tu sois heureux, épanoui, que tu fasses les choses qu'elle ne peut plus faire. Et moi, je me dis toujours, en même temps, si quand j'arrive là-haut, j'ai rien à lui raconter, il va me dire, mais ma fille, qu'as-tu fait? Ma fille, qu'as-tu fait de toutes ces années? Il me semble bien que c'est une chanson. Donc c'est vrai que c'est important de transformer ce chagrin en booster pour votre vie. C'est une épreuve. Je pense que ça renforce énormément, énormément. Ça, en tout cas, ça vous change. Moi, ça m'a changé littéralement. Mais ce chagrin a été important pour moi parce que, en dépit des larmes que j'ai versées, j'en voulais un peu à mes copines quand elles avaient leur père au téléphone et qu'elles leur parlaient mal. Parce que je me disais vraiment, mais mon Dieu, tu te rends pas compte, toi, tu l'as encore, ton père. Il peut t'insulter, vous pouvez vous embêter, mais tu l'as encore. Moi, je donnerais tout pour encore me prendre la tête avec lui. Une énième fois sur la cigarette, moi qui déteste ça, et lui qui fumait tout le temps. Donc voilà, c'est vrai que toutes les choses qui m'énervaient chez lui, maintenant je donnerais tout pour les revivre. C'est vrai que ce chagrin m'a permis d'avancer dans ma vie et de faire de meilleurs choix. Et ça, c'est super important. Il faut toujours se dire, la personne qui est partie, est-ce qu'elle aimerait me voir comme ça? Alors c'est naturel, hein, de pleurer et tout. Il faut lâcher, il faut tout lâcher. Ça, c'est sûr, c'est une certitude, il faut éliminer. En revanche, la personne ne voudrait pas vous voir comme ça. Il faut se dire, est-ce qu'elle aimerait me voir tomber dans l'alcool, dans la dépression, dans la drogue? Je pense pas. J'étais quelqu'un de tellement plus lumineux, plus solaire avant son départ et je suis devenue l'ombre de moi-même. Je me reconnais plus, j'ai plus les mêmes réactions. Alors, on est changé à vie après un départ, mais par contre, je pense qu'il faut essayer d'évoluer et de devenir malgré tout la meilleure version de nous-mêmes. La dernière étape, c'est l'acceptation. On accepte que la personne soit partie, on apprend à vivre avec. Alors encore une fois, chacun a son propre rythme. Il n'y a pas de... On dit souvent, l'administration par exemple considère qu'un deuil c'est 6 mois. Donc non, un deuil c'est pas 6 mois, je suis désolée. C'est 6 mois administrativement pour tout ce qui est démarches, banque, etc. En revanche, le deuil, ça peut durer 1 an, ça peut durer 40 ans, ça peut durer toute une vie. On est toujours en deuil en fait, mais c'est que simplement, on apprend à vivre avec cette peine. On ne guérit pas ce chagrin, mais par contre, on l'accepte. On apprend l'absence,
on accepte l'absence. Et puis petit à petit, on comprend que la personne n'est pas du tout partie en vacances. Donc, on accepte, on évolue. Après, je dis ça surtout parce qu'on a tendance à dire qu'il y a des décès qui ne sont pas logiques, comme par exemple perdre un enfant. C'est vrai que ça n'a aucune logique. On se dit qu'on va partir avant eux, etc. Mais c'est pas pour autant qu'on est plus prêt à perdre ses parents. Alors évidemment, il y a tellement de contextes, tellement de situations. Chaque cas est particulier, chaque situation est spéciale, évidemment, pour chacun. Mais je pense que nos parents, par exemple, aient 60 ans ou 90 ans, on n'est jamais prêt au départ de quelqu'un. Parce que ce qui va suivre derrière, toutes ces étapes, tous ces sentiments, ces ressentiments, on n'y est jamais préparé. Et ces genres de situations, c'est comme un accouchement, il faut le vivre pour le comprendre. C'est vrai que dans ces cas-là, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mes condoléances, je comprends ce que tu traverses. C'est très gentil parce que je pense que la plupart du temps, les gens sont sincères quand ils le disent, mais non, non. Et je ne souhaite à personne de comprendre ce qu'on traverse dans ces moments-là. Mais il faut le vivre pour le comprendre profondément. Et encore une fois, merci mille fois malgré tout aux personnes qui m'avaient présenté leurs condoléances quand j'ai perdu mon père. Ça m'a quand même réchauffé le cœur et ça m'a permis d'avancer. Le fait de savoir que les gens sont là, si un jour on en a besoin, ils peuvent un peu nous aider, nous remonter le moral. Ne serait-ce qu'une petite sortie, aller prendre un verre, aller au restaurant, se changer un petit peu les idées. Ça fait du bien. Donc merci pour tous ceux qui m'ont soutenue dans cette période au passage parce que je pense pas les avoir assez remerciés. Une autre chose que je voulais dire, c'est qu'au départ, on voit des signes partout. Je sais pas si vous, ça vous l'a fait, les personnes qui ont vécu un deuil, mais je le voyais partout. Dans les nuages, si je voyais un cœur, je me disais que c'était lui. Si à un moment, j'allais pas quelque part et que j'apprenais qu'il s'était passé un truc, je me disais que c'était lui qui m'avait empêché d'avoir des problèmes. Dès que je sentais quelque chose, du froid, du machin, je me disais que c'était lui. Alors, je sais pas pour vous, moi je crois en ces choses-là. Alors au classique du fantôme qui apparaît et tout, non, c'est scientifiquement prouvé que c'est quand même compliqué. En revanche, les énergies, ouais, j'y crois. De toute façon, on essaie toujours de se rassurer un petit peu comme on peut quand une personne qu'on aime est partie. Mais ça permet d'avancer, de se sentir mieux. Donc il faut vraiment, vraiment prendre le temps de chaque étape. Ce que je voulais également dire, c'est que le deuil, on le vit chacun à notre manière, notre rythme et notre manière. Dans le sens où il n'y a pas un deuil plus fort que l'autre. En fait, ça dépend vraiment de l'importance qu'avait cette personne dans notre vie, de l'impact qu'elle avait sur notre vie, etc. Ça peut être absolument tout, ça peut même être un animal, si c'était notre meilleur ami. On accepte, on apprend à vivre avec et surtout on se reconstruit. Il n'y a pas un style de deuil en particulier. Vous n'avez pas à vous en vouloir si par exemple vous n'avez pas assez pleuré selon vos proches ou si vous avez trop pleuré. Il n'y a pas de règle. C'est comme en amour, comme dans tout. Il n'y a pas de règle en fait. Chacun évolue à son rythme et c'est très important. Prenez le temps de vivre chaque étape comme je l'ai dit tout à l'heure. Et quand je dis que c'est important d'évacuer les choses, c'est parce que si vous n'évacuez pas les choses, moi c'est ce qui m'est arrivé. Puisque comme je disais, j'ai eu un déni qui était très long. Parce que j'étais surtout très fusionnelle avec mon père. Donc c'est ça qui a fait que j'ai vraiment pas pu l'accepter au départ parce que je me disais c'est comme si j'avais perdu une partie de moi, ce qui est le cas, hein, j'ai perdu une partie de moi, mais bon, c'est vrai que sur le moment c'est pour ça que je l'ai pas du tout assimilé et donc je n'ai pas évacué tout ça. Ce qui fait que, qu'est-ce que fait le corps si vous n'évacuez pas votre chagrin? Il vous le montre. Donc comme je l'expliquais dans une vidéo, j'ai perdu la moitié de mes cheveux, je n'ai plus mes règles pendant 1 an et demi. J'avais des plaques de boutons de stress, un petit peu comme quand j'étais dans ma relation de perversion narcissique, j'ai eu un petit peu le même style de choses et mon corps en fait me disait qu'il était en détresse et qu'il voulait que j'évacue tout ça. Et un jour, j'ai ouvert les vannes. Il y a une amie à moi qui m'a parlé, j'ai tout lâché. Je pense qu'elle ne m'a jamais vue autant pleurer. C'était la première fois que je pleurais autant. Ça m'a permis quand même d'évacuer et c'est là après où mon corps petit à petit est revenu, mais ça a pris du temps, c'est très long, on peut avoir, voilà, c'est vraiment un choc émotionnel, c'est difficile pour un corps, il faut qu'il l'endure. Il faut prendre le temps. C'est aussi pour ça qu'il faut prendre le temps et il faut prendre soin de soi.
Et rapidement, c'est vrai qu'on peut aussi apparenter ça un petit peu aux relations amoureuses. On a toujours ces étapes finalement que le cerveau nous impose. Le déni, au départ, on se rend pas vraiment compte qu'on est séparés. On peut dire des choses un peu, bon, bah ça va plus, on arrête. Ou alors, si c'est une tromperie ou si on part sur un coup de colère, eh ben va-t'en, eh ben on arrête, on se sépare, machin. Et c'est vrai qu'on se rend pas trop compte. Au départ, on est là, on se dit bon, bah, je vais vivre ma vie, ça va très bien comme ça et tout. On est un peu dans le déni, encore une fois. Ça dure plus ou moins longtemps. Puis après, petit à petit, on commence à se rendre compte. Et on est très vite quand même en colère après la personne ou envers nous-mêmes. Mince, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi j'en suis arrivée là? Je me suis encore emportée. Ou à l'inverse, on est en colère contre l'autre. On en est arrivé là à cause de lui. Il m'a encore fait ci, il m'a encore fait ça. Mais c'est un moins rien. Voilà. Ou elle, il ou elle, peu importe. Donc c'est vrai qu'on a toujours cette phase de colère qui est très typique hein, des ruptures amoureuses. Encore une fois, cas particulier, séparation d'un commun accord. Alors ça c'est magnifique, franchement c'est la plus belle des situations. On se sépare parce que tous les deux un matin on se lève et on décide que ça ne va plus. Donc bon, ça c'est vraiment, c'est malheureusement trop rare. La plupart du temps c'est quand même des ruptures avec un peu de ressentiment d'un côté ou de l'autre. C'est jamais totalement bilatéral, on va dire, comme accord. Il y a cette colère-là, voilà, qui bout, qui nous ronge, hein, qui nous ronge complètement. Du coup, ça nous fait faire des choses très souvent débiles. Est-ce que je lui envoie un message? Il est 2 heures du matin et après quelques verres d'alcool, ça n'a rien de bon de faire ça. Donc d'ailleurs, les filles et les garçons qui regardent cette vidéo, rangez vos téléphones, passez un certain taux d'alcoolémie, vous n'allez rien faire de bon, vous allez regretter ce qui va se passer après, je vous l'assure. Il y a cette phase de colère. Après, il y a la phase un peu de négociation, marchandage. Mais s'il change, peut-être qu'il va changer, peut-être qu'elle va changer, peut-être que si, que ça. Si moi, je fais plus ça, on envoie des messages, on hésite un peu ou on hésite à en renvoyer. On est là un peu en phase de négociation, ou du style aussi, oui, mais alors si on s'est séparés, c'est pour une bonne raison, donc là maintenant, il faut que je vive ma vie. On essaie un peu, voilà, de se trouver des excuses d'un côté comme de l'autre, ou une bonne raison d'avancer, ou une bonne raison de revenir en arrière. Mais dans tous les cas, on stagne, on est comme en voiture, et on hésite à regarder dans le rétro, ou devant, ou la route. Donc ça, c'est cette phase-là qui est un petit peu un entre-deux, qui est ce qu'on appelle la zone grise. C'est bizarre. Voilà, vous savez de quoi je parle. C'est une zone très bizarre et très compliquée. On hésite à avancer à refaire sa vie. Et puis en même temps, on se dit, tiens, mais si je fais ça, ça va l'énerver. On essaie de rendre jaloux l'autre. Des petits trucs comme ça, on se dit. Avec le recul, on se dit, mais en fait, c'est débile, hein. Et je trouve quand on est en colère et quand on essaie un petit peu de négocier comme ça, je trouve qu'on fait des choses, on peut être très intelligent, mais on peut d'un coup faire des choses totalement débiles, hein. Ça ne nous retire rien, mais voilà, on a tous fait ça. C'est dans la majorité des cas en tout cas. Après, il y a la dépression. Et malheureusement, c'est une phase qui est pour beaucoup très longue, très complexe. Ça dépend aussi de la relation, évidemment. Si c'était une petite relation de quelques mois ou si c'était pour nous l'amour de notre vie, qu'on se sépare, si on a eu un mariage, des enfants. C'est une période qui est très compliquée. Il y a malheureusement des gens qui ne se remettent jamais d'une rupture au fond d'eux, qui disent bah j'avance, mais c'était l'amour de ma vie. Ça peut être vécu comme un décès, comme un départ par certaines personnes. En tout cas, par exemple, je sais que ma maman, ben, pour elle, sa vie de femme est partie le jour où elle a perdu mon père. Donc, c'est vrai que quelque part, ça peut être vécu presque comme un décès aussi intensément si on a eu une histoire qui était belle, qui était peut-être douloureuse ou compliquée, mais bon, pour nous, c'était notre personne. L'avenir prouvera que peut-être oui, peut-être non. Mais sur le moment, c'est quelque chose de très difficile. Et encore une fois, je le redis, il faut utiliser ou cette colère ou cette peine comme moteur. La transformer en quelque chose de bon et de beau. Parce que dans tous les cas, comme on dit, les choses avancent, les gens avancent. Vous êtes malheureux, l'autre peut-être pas. L'autre peut-être avance, refait sa vie, etc. Et vous êtes là, vous stagnez, vous n'avancez pas. Et je pense que c'est dommage
que de vous priver de ça. Après, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais pour peu que l'autre en plus vous ait fait du mal, il vous prive d'avancer, donc vous êtes 2 fois perdant. Alors là, voilà, vous avez 2 fois le mauvais rôle. Alors que si vous essayez d'avancer, etc., c'est d'ailleurs bien souvent à ces moments-là que l'autre revient. Dès qu'on avance, dès que la personne sent qu'il n'y a plus d'accroche, qu'il n'y a plus de liane là, il n'y a plus de lien, la personne revient doucement, doucement. Coucou, ça va? Ou tu dors? Voilà. Donc, non, avancer, c'est un moteur puissant pour vous, pour votre énergie, pour votre aura. En fait, si vous avancez, comme je disais dans une autre vidéo, pour rayonner, c'est un mot que j'aime, parce que moi, j'ai toujours aimé les personnes solaires, avec une belle aura, une belle âme, que ça se voit dans le regard, dans les yeux. Eh ben, c'est vrai que je trouve que si vous dégagez quelque chose, alors là, c'est pas une question de physique, de quoi que ce soit, mais si vous dégagez du bien-être, ah, mais au passage, qu'est-ce que c'est énervant pour l'autre? Ah non, mais vraiment, hein. Donc là, les personnes, je donne un très mauvais conseil, les personnes qui veulent se venger, mais vivez votre vie, vivez votre best life et vous verrez, il n'y a pas de meilleure vengeance parce qu'en plus de ça, vous ne reviendrez du coup pas dans une situation qui vous était nocive et vous avancerez. Mais l'autre va se dire, ah bah mince. En fait, finalement, elle était plutôt chouette. Ou il était plutôt chouette. C'était un petit détail, encore une fois, petite touche d'humour dans cette vidéo qui de base n'est pas une vidéo humoristique, mais je pense que c'est important de savoir rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Et la dernière phase, l'acceptation, évidemment. Alors soit on a toujours le chagrin, mais on accepte le fait que ce soit plus pour nous, que la relation est terminée, et on essaie d'avancer tant bien que mal parce qu'on se dit qu'on ne peut plus rien changer, soit le chagrin s'en va petit à petit en fait, puis on refait sa vie et on se rend compte que ce soit par des sorties, ou par des moments avec des amis, soit avec une nouvelle relation qui finalement était bien mieux que celle qu'on avait avant, on se rend compte qu'on avance et parfois on quitte quelque chose qui était finalement nocif pour nous pour trouver quelque chose de mieux. Et c'est ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà d'un message de motivation, un message aussi d'espoir, puisque finalement, en tout cas, j'ai vécu ça, c'est facile à dire comme ça, mais c'est très dur à faire de se dire qu'on doit des fois arracher le pansement, quitter quelque chose qui est nocif pour nous, parce qu'on va retrouver quelque chose de bien mieux derrière. C'est souvent quasi impossible d'ailleurs de s'imaginer ça sur le moment, mais en tout cas, j'en suis la preuve vivante pour le deuil et puis pour la séparation amoureuse. En revanche, l'accouchement, toujours pas. Un jour, j'espère, bientôt. Mais d'abord le mariage. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà d'un message de motivation, je voulais vous donner un petit peu d'espoir aussi qu'il y a souvent, bien au-delà de notre chagrin, quelque chose de beau. Parce que la vie, c'est aussi beau, la vie, c'est aussi des rires, c'est des beaux moments. Et c'est pour ça, je pense que je voulais mettre une petite touche aussi d'humour et de joie dans cette vidéo pour célébrer la vie autant qu'on honore la mort. Je pense qu'il faut honorer les deux. Ce sont deux choses qui sont paradoxales et complémentaires à la fois, comme le yin et le yang. Pour une mort, une vie. Et moi, personnellement, je m'accroche à mort à la vie. Enfin voilà, donc c'est important aussi de profiter des belles choses de la vie. C'est quand même un des messages que je voulais faire passer à travers cette vidéo. Petit message de motivation, surtout les personnes qui ont traversé ou traversent un deuil. Je vous comprends. Je sais que le chagrin est immense, que c'est quelque chose de compliqué, de dur à vivre. Ça vous change, encore une fois, je dis je ne suis plus la même. Je relativise énormément. Énormément maintenant. Je pense que ça fait relativiser parce que quand on n'est pas bien, on a des petits tracas du quotidien, ça permet tellement de relativiser. Maintenant, je me dis, mais bon, bah ok, j'ai la grippe, je suis au lit, je suis pas bien, mais dans 3 jours, ça ira. Donc c'est vrai que j'arrête pas maintenant de me mettre à la place des gens qui sont dans des situations très compliquées et je me dis, mais moi à côté, ça va, je touche du bois, voilà. Et je me dis toujours du coup que comme, entre guillemets, pour ceux qui ont la référence dans Friends, tu ne les utilises pas comme il faut, j'ai vécu le pire, eh ben je me dis que
Maintenant, c'est rien à côté des petits tracas du quotidien. C'est embêtant, oui, des fois on passe des journées pourries, mais alors pourries. Et chacun à son niveau, on le vit différemment. Mais en revanche, je me calme et je me dis, allez, ça va. Honnêtement, après ce que tu as vécu, une journée pourrie, de la pluie, un pneu crevé, bon. Je dis ça parce que mon père était quelqu'un de très joyeux, un bon vivant, épicurien, qui aimait les autres, qui aimait l'homme, qui aimait l'humain. Et je pense tenir de lui pour ça. Il était très bienveillant, très gentil, très généreux. C'est vrai que je suis très fière. Je voulais aussi lui rendre hommage. Je sais qu'il ne verra pas cette vidéo. Et je me suis promis, je ne vais pas pleurer à la fin de cette vidéo. Je suis très fière que ça a été mon père, ça l'est toujours. Et il m'a laissé le plus beau des héritages, c'est d'être sa fille. Je me suis un minimum repris. Je voulais juste vous dire, ne laissez pas le chagrin vous terrasser. C'est plus simple de tomber dans la dépression, comme on disait. C'est l'une des étapes nécessaires, mais il y en a qui restent dedans, qui tombent dans un cercle vicieux et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Je sais qu'il y a des gens isolés, donc c'est plus compliqué. Mais si vous avez de l'entourage, essayez un peu de vous ouvrir, essayez de faire des petits pas, un pas après l'autre, pour revivre, pour avancer, pour vous reconstruire. C'est très important. Aimez-vous vous-même. Il y a une phrase que mon père d'ailleurs a sur sa tombe de gravé, qu'il adorait, qui vient de la Bible, qui disait, et moi pourtant qui ne suis pas ultra pratiquante, je la trouve très belle, c'est « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Eh bien je pourrais dire « aimez-vous vous-même comme la personne vous a aimé ». Et c'est très important, ce self-esteem, c'est très important de se relever, d'y croire et d'avancer pour l'autre et pour soi en fait. Au départ, le fait de se dire « j'avance pour l'autre », ça aide à se relever. Mais après, pour continuer dans la longueur, il faut se dire je le fais pour moi. C'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous avez encore une fois des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'espère vous avoir un petit peu aidé ou apaisé, ou en tout cas j'espère que certains se sont reconnus dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu et je vous dis à très vite.